Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Via Eco sur Via Occitanie. Et nous allons parler de vin aujourd'hui à consommer, bien sûr, avec modération. Bonjour Aurélie Pujol. Bonjour, Vous merci êtes, de m'avoir invité. Je vous en prie, vous êtes la directrice du syndicat des vignerons des AOC Costières de Nîmes et Clairette de Bellegarde. Clairette de Bellegarde qui est un petit peu moins connue, on en parlera tout de même. Nous allons parler de ce terroir très étendu des Costières de Nîmes, le plus méridional des vignobles de la vallée du Rhône. C'est comme cela que vous le définissez. Mais avant de nous plonger dans l'histoire, le poids économique et le développement de cette appellation d'origine contrôlée, parlons un peu de vous, Aurélie Pujol. Quelques dates clés de votre parcours que l'on va découvrir. D'abord par un master droit public, vous avez démarré par du droit à l'université de Perpignan, 2007 du droit mais un peu tourné vers la vigne et le vin, université du vin et de Suse-Larousse, faculté d'Aix-Marseille, et puis 2007-2008 vous démarrez juriste au syndicat général des vignerons de Cognac. Vous poursuivez dans ce monde du vin 2008-2012, toujours juriste, protection notamment des terroirs AOC au syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône, où vous restez comme responsable du service juridique jusqu'en 2019-2021. Vous revenez pour la cogestion de l'exploitation viticole familiale dans les Pyrénées-Orientales, le MAS Pujol. Et puis depuis septembre 2021, vous êtes directrice du syndicat des vignerons donc de ces AOC, Costières de Nîmes et Clairette de Bellegarde. Aurélie Pujol, votre famille est installée dans les Pyrénées-Orientales, vigneron du côté de Fourques. Le fil conducteur de votre parcours, on peut dire que c'est le vin. Oui, c'est exactement ça. Comme vous le dites, c'est mon fil conducteur, c'est mon fil d'Ariane. C'est cette passion du vin qui m'anime depuis que je suis en âge de boire du vin. Mais il faut dire que oui, j'avais un terreau plutôt fertile à cette passion, puisque mes parents sont vignerons et j'ai la chance d'avoir grandi au sein d'une exploitation viticole. Donc la préoccupation vigneronne était là et m'a servi tout au long de ma carrière. Et donc j'ai commencé par le droit, par le prisme du droit. C'est un autre fil rouge aussi, le droit, pendant toute votre carrière. Exactement, oui. En fait, c'est plus la passion du vin qui m'a guidée et le droit a été... j'ai abordé ma passion du vin par le prisme du droit parce qu'il existe des juristes en droit vitivinicole, comme il existe des juristes dans d'autres domaines. C'est par ce biais-là, après des études à l'université de Suse-Larousse et en ayant fait mes premiers stages à Châteauneuf-du-Pape et à Tavel, que je me suis rendu compte que c'était effectivement ma passion et que je voulais continuer dans cette voie-là. Et j'ai toujours travaillé au sein de syndicats, donc d'abord à Cognac. Charente-Maritime, donc. Exactement, voilà. Donc, qui est le monde des spiritueux. C'est un monde un peu à part quand même dans le milieu des vins, mais c'était intéressant de voir des distillations, de voir ce monde aussi des cognacs qui est scindé en deux entre le négoce qui est quand même très prégnant et les viticulteurs. On voit ces vignes actuelles que vous connaissez mieux maintenant, ce sont les Costières de Nîmes sur ces images. Justement, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, les métiers de ces syndicats, de ces vignerons, qu'est-ce qu'on apprend quand on commence justement dans un syndicat et qu'on continue après sa carrière dans les syndicats de vignerons? Le principe d'un syndicat, c'est que c'est un collectif déjà. Donc, on est au plus près du vigneron, de ses préoccupations. J'ai toujours œuvré au sein de syndicats de producteurs de vin. Donc, la production n'a pas de secret pour moi. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'animer un collectif, en fait, et d'œuvrer aux côtés des vignerons pour réussir à défendre, à gérer l'appellation et en faire la promotion. On parlera évidemment de vos fonctions, on en parlera plus précisément. Vous passez aussi par le syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône, puis un retour aux sources, on va dire, en 2019, retour à l'exploitation familiale. Pourquoi ? Oui, parce que j'ai passé de merveilleux moments en Côtes-du-Rhône et au sein du service juridique dont j'avais la responsabilité. On a fait beaucoup... en matière de protection des terroirs, en matière d'environnement. C'était là votre rôle dans les Côtes-du-Rhône. Oui, c'était exactement moi. Mais j'avais envie, au bout de 10 ans, même si je m'y sentais bien, de mettre un peu les mains dans la terre et de participer à toute l'élaboration du vin. J'avais déjà en tête les préoccupations des vignerons que je connaissais bien. J'ai grandi au sein d'une exploitation familiale, mais le fait d'être au sein d'une exploitation, ça m'a beaucoup appris sur les contraintes des vignerons au quotidien et sur toutes les satisfactions aussi qui les occupent. Septembre 2021, une opportunité, cette direction donc, de l'AOC Costières de Nîmes. C'est un challenge, même si vous connaissez bien les syndicats pour vous, de se lancer dans cette direction. Là, vous êtes vraiment
à la tête de cette AOC, en tout cas de l'animation et de la gestion de cette AOC? Oui, c'est un challenge. Enfin, je le fais par envie, en fait, plus que par challenge. Mais oui, toutes les AOC ont un contexte un peu différent, même si on a tous les mêmes préoccupations. Mais j'avais une image très positive avant d'arriver dans les Costières de Nîmes. Bon, j'étais dans les Côtes-du-Rhône, donc c'était en tant que voisin que j'avais une image très positive, une image festive, une image dynamique. Elle s'est confirmée, cette image? Oui, absolument, ouais, absolument. Mais elle s'est confirmée d'autant plus que j'ai appris à mieux connaître les vignerons qui m'entourent au quotidien. Et il y a des gens absolument passionnants, qui ont beaucoup d'envie. Il y a beaucoup de remises en question aussi, comme dans tout AOC, mais c'est comme ça qu'il faut avancer. Et oui, c'est un challenge, toujours, d'animer un collectif et d'essayer de faire valoir une appellation. Alors, quel est votre rôle? Vous l'avez un petit peu esquissé tout à l'heure, votre rôle quand on dirige comme ça un syndicat de vignerons, on dirige un collectif. Alors mon rôle, c'est, je dirais au quotidien, c'est de régler les problèmes. Mais non, il n'y a pas que des problèmes. Non, il n'y a pas que des problèmes. Mais le syndicat est un syndicat d'appellation. Donc il ne défend pas forcément les vignerons, il défend l'appellation. Donc, avec un cahier des charges. Avec un cahier des charges, exactement. Il y a un syndicat à 3 fonctions. La première, c'est de gérer l'appellation, parce qu'il y a un cahier des charges, comme vous dites, avec des conditions de production qui sont posées. Et donc, il faut faire évoluer ces conditions de production. Il faut pouvoir aussi les contrôler. Et donc, on fait appel à des organismes de contrôle pour les contrôler. Donc ça, c'est la première fonction. Ensuite, il y a une deuxième fonction, c'est celle de la défense de l'appellation. Et par défense, on va entendre la défense des terroirs. Et là, il y a quand même un challenge, pour le coup, en Costières de Nîmes, c'est que on a besoin de foncier pour se développer. Et pour préserver ce foncier, en fait, puisque l'appellation est délimitée sur un territoire, voilà. Comme elle est délimitée sur un territoire, on ne peut pas se délocaliser, on peut pas. C'est une AOC qui était remplaçable. Donc tout c'est foncier, le volet juridique un petit peu. C'est du pur droit. Un peu de lobbying politique, mais c'est du pur droit. Mais effectivement, on se doit de défendre le terroir. Et donc, à chaque fois qu'il y a un document d'urbanisme, un projet d'aménagement, forcément, on se doit de faire entendre la voix des vignerons. Défendre l'AOC. Et de défendre l'AOC et d'expliquer pourquoi, en fait, c'est important de défendre cette AOC. Troisième rôle, la promotion, la valorisation, l'export aussi. On en parlera en détail tout à l'heure, mais un petit mot. Oui, alors effectivement, le syndicat a cette singularité de faire énormément de valorisation, surtout, peut-être pas sur tous les marchés, parce qu'on a quand même plus de 190 pays d'exportation, mais en tout cas, on le fait à 3 niveaux. On fait de la valorisation déjà en local, comme ça cultive la vie locale. On va voir des exemples tout à l'heure. Ouais, voilà. Et puis c'est important aussi d'être présent chez soi. Donc à travers des événements, des partenariats qu'on fait au quotidien. C'est aussi au niveau français, sur le marché français, avec une agence de presse qui nous accompagne et des événements au niveau français. Et puis c'est à l'export aussi, sur les marchés, en tout cas les plus prégnants. On va voir des chiffres, les chiffres clés que vous nous avez fournis de ces Costières de Nîmes. Donc c'est 60 caves particulières, 10 caves coopératives, 187 coopérateurs et coopératrices, un peu plus de 136 000 hectolitres produits par an, en tout cas en 2022, pour 2858 hectares revendiqués, 18 millions de bouteilles commercialisables, plus d'une bouteille ouverte toutes les 2 secondes dans le monde, 34 chaque minute, c'est un repère intéressant. La répartition, 47% de rosé, 44% de rouge, 9% de blanc, 80% des surfaces sont conduites sous un label environnemental, on s'y arrêtera tout à l'heure. Et puis vous le disiez, 193 destinations en consomme de l'AOC Costières de Nîmes, c'est 41% des volumes à l'export, 46% en valeur. Avant de revenir sur ces chiffres, on le voit, une AOC comme les Costières de Nîmes est constituée de différentes typologies de vignerons. Plus de rosé, 45% de rosé, 44% de rouge, 9% de blanc. Est-ce que ça n'est pas trop saisonnier, le rosé ? Alors oui, effectivement, il y a pour l'instant une consommation très saisonnière. Pour autant, on trouve des rosés plus structurés qui peuvent s'accompagner sur des repas plus gastronomiques. Y compris toute l'année, donc. Y compris toute l'année, effectivement. Mais oui, effectivement, il y a une saisonnalité au rosé. Alors ça, c'est une tendance qu'on remarque cette année,
n'était pas le cas forcément l'année dernière, où on avait plus de rouge que de rosé. On a toujours eu une grande part de rosé en Costière de Nîmes, et c'est un peu aussi une des forces, c'est d'être sur les 3 couleurs. Et effectivement, on va challenger un peu certains voisins qui sont mondialement connus aussi. Donc c'est une force pour les Costières de Nîmes d'avoir aussi des rosés. Allez, on va écouter un expert des vins. Il a été meilleur sommelier du monde en 1992. Il est encore aujourd'hui président de l'Union de la sommellerie française. C'est Philippe Forbrac. Il parle des vins des Costières de Nîmes. Écoutez. Les rosés plutôt frais, tendus, un peu salins, très agréables. Des blancs avec beaucoup de caractère. Et des rouges qui sont des vins, et on doit le répéter régulièrement, qui sont des vins qui donnent du plaisir quand ils sont jeunes, mais qui se gardent très bien. Des vins aussi de garde, Aurélie Pujol, on l'imagine pas vraiment pour les Costières de Nîmes, mais pourtant on peut garder ces vins, notamment les rouges. Oui, alors et les consommer toujours avec modération. C'est la force des Costières de Nîmes, c'est qu'on est sur les 3 couleurs, mais c'est qu'il y a aussi une grande diversité des produits. Et donc on a des vins plaisir, avec un plaisir immédiat, facile à boire, où on ne se prend pas trop la tête. Et puis d'autres où effectivement, où on va être sur des vins de garde, donc travailler pour, avec des bouches plus amples, etc. Et qui se marient très bien sur des vins de gastronomie. C'est un peu la force de cette appellation aussi. Et quelle est la place, l'importance de cette AOC Costières de Nîmes dans le sud de la France, où on le sait, en voisin, il y a les Côtes du Rhône. Elle tient une place importante tout de même. Oui, vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure. Donc, oui, plus de 136 millions d'hectolitres, 18 millions de bouteilles, c'est pas neutre. Oui, c'est pas neutre. Toutes les 2 secondes, il y a une bouteille de Costières de Nîmes qui est dégustée. Donc oui, ça pèse. En termes de volume, c'est une appellation qui pèse. Et sa notoriété ne fait que grandir, en fait. C'est vrai que depuis les 15 dernières années, il y a quand même un travail qui est opéré par les vignerons, par le syndicat, pour avoir de plus en plus de notoriété. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en ressent un peu les bénéfices, en fait. Et de plus en plus, dans l'esprit des consommateurs, c'est un vin qui est reconnu. Reconnu, identifié, on l'a vu, par aussi des grands sommeliers. Il en parle bien de ces vins des Costières de Nîmes. Oui. Philippe Forbrac. Forbrac. Oui, Philippe Forbrac, d'autant plus que meilleur sommelier de France, donc c'est un prescripteur d'appellation. Il en parle certainement mieux que moi, puisque c'est son métier et voilà. On l'a entendu très brièvement tout à l'heure. Le fonctionnement, les vendanges, on va voir quelques images qui m'ont un petit peu étonné, de vendanges de nuit. Alors les vendanges sont très mécanisées, on est dans un terroir, mais ça se passe aussi la nuit. Eh bien oui, parce que notamment chez votre président. C'est vrai. Oui, alors on a beaucoup de vendanges qui sont mécanisées. Effectivement, c'est une force dans les temps où c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre. C'est un vignoble qui est assez plat, donc on arrive facilement à mécaniser et à trouver de la qualité. Et pourquoi la nuit ? Parce que justement, on va chercher la fraîcheur du raisin pour justement bien ne pas oxyder la vendange et éviter d'avoir recours à trop refroidir la vendange, quoi. Exactement, et on le sait maintenant en plus sous des latitudes où il fait extrêmement chaud, notamment dans les périodes de vendange. On va voir d'autres images un peu plus people, on pourrait dire événementielles. Ça va nous engager vers le terrain justement de l'animation. Ce sont des vendanges au cœur de Nîmes, avec le maire, Jean-Paul Fournier, notamment du côté de la Tourmagne, juste à côté des Jardins de la Fontaine. Là, on est dans une toute petite parcelle, mais ça met en valeur aussi les Costières de Nîmes. Oui, c'est un peu anecdotique. On ne fait pas tout le volume des Costières de Nîmes sur les Jardins de la Fontaine. Très petite parcelle. Non, mais pour mettre en valeur aussi ce terroir. Mais oui, c'est une vitrine pour nous, en fait. Et effectivement, c'est amusant au moment des vendanges et c'est surtout très pédagogique d'avoir une vigne qui explique un peu comment est élaboré le vin tout au long de l'année. Les Costières de Nîmes, très attachés justement à cette ville de Nîmes. Vous avez des projets de faire de Nîmes, de créer vraiment une vitrine physique à l'intérieur de cette grande ville et grande métropole? Oui, alors on fait beaucoup d'événements, vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand on a quand même une présence forte en local à travers différents événements.
Vignotoqué, on va les voir, oui, tout à l'heure. On a la Bodega des Costières de Nîmes, qui est sur un temps fort de la ville de Nîmes et qui est un moment très festif. On a les Jeux divins aussi. Mais c'est une présence qui est un peu intermittente et on avait envie vraiment d'avoir une vitrine de l'appellation des Costières de Nîmes au sein de la ville de Nîmes, déjà parce qu'on s'appelle Nîmes et parce que ça a une vraie portée d'être au sein de cette ville, pour faire de la pédagogie, pour expliquer un peu ce que c'est que l'appellation Costières de Nîmes, pour aller un peu au-delà d'événements qui sont conviviaux, mais pouvoir aller de façon plus en profondeur dans la dégustation, dans les vins, dans ce terroir. L'aspect historique aussi, c'est un terroir qui a 2000 ans, on peut le dire, quelque part. Oui, ce sont les Grecs qui l'ont implanté, et puis ensuite les Romains l'ont un peu rationalisé, et depuis 1986, on fait partie de la grande famille des AOC, donc qui font partie de l'élite en matière de viticulture. On va reparler de ces vignotoquets dont vous parliez, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête sur la stratégie, notamment en termes de charte paysagère et environnementale. L'agroécologie, l'agropaysage, ça parle beaucoup à cette AOC. Ça veut dire quoi concrètement en termes d'action ? On va voir un graphique qui représente un peu la répartition des surfaces AOC de ces costières de Nîmes. L'agroécologie est engagée depuis 2006. Oui, ça consiste en quoi ? C'est vrai. Et en 2006, les vignerons des Costières de Nîmes ont voulu formuler... Déjà, ils ont pris conscience que le vigneron avait un impact, pas seulement sur la production de vin, mais qu'il avait un impact aussi sur les paysages, sur leur environnement, qu'il en était un peu les artisans. Et donc, ils ont voulu collectivement affirmer un peu tout ça à travers une charte paysagère et environnementale qui consistait à faire reconnaître au grand public, mais aussi aux politiques, cet atout en fait, cette multifonctionnalité de la viticulture. Et donc ils se sont dotés d'une charte paysagère et environnementale qui a évolué au fil des années et qui s'est matérialisée par plusieurs actions. Aujourd'hui, vous avez montré un graphique qui montre le nombre de labels. Alors, on n'est pas là pour prôner un label plus qu'un autre, mais en tout cas, ça démontre que 80% de l'appellation est sous un label environnemental. On fait partie des meilleurs élèves en AOC en France. Précurseurs. Précurseurs, exactement. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'acquis et on a envie de le faire plus savoir. L'agriculture régénérative aussi, mise en œuvre par certains de vos vignerons. Là, on voit quelques images à côté d'un bois où d'autres cultures sont adossées, sont intégrées même dans les vignes. Il y a aussi des nichoirs pour les oiseaux, pour tout ce qui est biodiversité est préservé. Ça aussi, c'est très concret. Oui, c'est très concret. Pour vous donner un exemple, les nichoirs, on les a installés il y a 15 jours. On a installé 300 nichoirs. Alors, c'est des nichoirs à mésanges et des gîtes à chauve-souris. C'était une façon... Alors, il y a plein d'actions. Il n'y a pas une action, mais c'était une action qui vise à montrer un peu que les vignerons peuvent avoir un impact positif sur l'environnement. Et l'agriculture régénératrice aussi démontre à travers les radis, on le voyait à l'écran là, où on s'occupe avant tout du sol et à travers, en plantant des radis chinois, là on voit que ça va être une réserve hydrique. Une réserve d'eau, puisque c'est constitué principalement d'eau, et donc ça libère de l'eau, ça assure l'irrigation et l'hydratation en tout cas des vignes. La question de l'irrigation, c'est important aussi, notamment en Occitanie. Vous êtes dans un territoire qui est privilégié, on peut le dire, le Rhône n'est pas très loin. Oui, oui, effectivement, on a le canal du Rhône en fait, qui alimente, c'est un peu historique, c'est Philippe Lamour qui les a installés. On a les 2/3 de notre appellation qui sont irrigables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont irrigués toute l'année, mais qui sont irrigables. Oui, c'est un atout. À l'heure du réchauffement climatique, avoir les 2/3 de notre appellation irrigable, c'est effectivement un atout qui nous conforte dans l'idée qu'on va réussir à produire dans les prochaines années. Pour autant, ce n'est pas la seule solution et il faut en trouver d'autres. La biodiversité peut être aussi une solution et la place du végétal aussi peut être une solution.
Un terroir dynamique, on en a parlé quand on a préparé cette émission, des jeunes vignerons qui s'installent encore dans ce terroir. Même si le contexte économique est compliqué, on le voit, et ça ne touche pas uniquement l'AOC Costières de Nîmes, mais la consommation de vin baisse globalement. Est-ce que vous tirez votre épingle du jeu ? La consommation de vin baisse, c'est un fait. Ça risque de s'accentuer. Néanmoins, alors effectivement, la production baisse. C'est pas seulement le cas pour les Costières de Nîmes, c'est pour la plupart des appellations le cas. C'est un phénomène qui dure depuis des années. Voilà, exactement. Il y a deux paramètres. Il y a la production, donc on va dire le volume, mais il y a la valorisation derrière. Et l'important, c'est de pouvoir tirer un revenu convenable et donc de bien valoriser ces vins. D'où le fait que 80% de la production, en tout cas, soit sous label. Alors pas uniquement bio, parce que le bio a parfois aussi des difficultés, mais même si on le rappelle, la région Occitanie, la première région, le premier vignoble bio de France, ça aide justement à maintenir les prix, d'avoir ce gage de qualité, environnementale notamment. Alors oui, parce que ça répond aux attentes sociétales et qu'il y a une tendance de consommation sur les labels environnementaux. Pour autant, je ne suis pas sûre que les vignerons se convertissent en bio ou dans un label environnemental juste par pur attrait commercial. Ils le font aussi par conviction et par nécessité aussi, par la volonté de... Ce sont les premiers témoins du réchauffement climatique, donc ils se rendent compte qu'effectivement, il est important de changer ses pratiques pour adapter au mieux son vignoble. Changer les pratiques, protéger le terroir, le territoire, le faire découvrir. Vous en avez parlé, on va voir des images. Ces vignes toquées, dont la prochaine édition, c'est les 12, 13 et 14 mai. Là aussi, ça permet aux gens d'ici, aux visiteurs, d'aller physiquement se balader dans les vignes, bien manger, découvrir les vins aussi, évidemment. Oui, ça c'est vraiment un événement que l'on porte depuis 13 ans maintenant et qui est un de nos plus bels événements parce que en une journée, la personne qui va venir va marcher dans le terroir, va se rendre compte de ce merveilleux terroir de galets roulés que nous avons, va voir les paysages, va déguster des vins qui seront présentés par les vignerons. Donc en plus, il y a un échange direct avec les vignerons. Et puis derrière, c'est magnifié par la proposition d'un grand chef. En l'occurrence, cette année, c'est Sébastien Bras. Et donc voilà, c'est tout en étant dans un cadre convivial, c'est vraiment un événement très sympa à faire et très valorisant pour notre appellation. On va revoir d'autres images aussi, puisque ça se passe aussi de nuit. Il y a aussi des animations avec des calèches. On va voir des images pendant qu'on parle des perspectives de l'export. Justement, on en a parlé tout à l'heure, 41% en volume, 46% en valeur. Ce sont les résultats de l'export pour 2022. Il y a des objectifs, évidemment, d'accélérer cet export. Oui, il y avait des objectifs en tout cas de conforter l'export parce qu'on voit que c'est très bien valorisé. On a des marchés qui sont quand même sur lesquels on mise comme les États-Unis, l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, la Belgique, ce sont des endroits où on a des actions. Et j'ai perdu. Il faut continuer à développer justement à l'export. Oui, est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés ou pas vraiment? Non, il n'y a pas vraiment. On facilite en fait, on valorise, on facilite, mais après c'est aux vignerons d'aller faire la démarche, d'aller exporter. Vous êtes juste là pour animer un collectif. Après c'est aux vignerons d'aller travailler à l'export. Il y a quand même des démarches qui sont engagées aussi au niveau de la région. Je pense aux produits sud de France. Ça peut accélérer aussi et aider à l'export. Oui, il y a notre interprofession, il y a la région Occitanie qui aide aussi. Il y a pas mal de dispositifs qui permettent d'aller à la rencontre des exportateurs dans chaque pays. On voit une autre animation, un mot de ces 30 calèches, de ces calèches, Costières calèches. Ça, c'est la dernière édition. Un petit mot. Oui, c'est vraiment un particularisme de une richesse de notre territoire, en fait. C'est qu'on a la chance d'avoir la proximité de la Camargue et d'avoir comme ça des chevaux, des calèches qui traversent le vignoble. Donc c'est ludique, mais c'est aussi un peu singulier. Est-ce que le contexte économique actuel, on parle là, ça, l'inflation, est-ce que vos vignerons en ont peur, vous en parlent? Comment est l'ambiance au sein du syndicat? L'inflation, tout le monde l'a subie et les vignerons encore plus peut-être, puisque les matières sèches ont augmenté, les bouteilles ont augmenté. C'est quand même très difficile de se fournir en bouteilles et à des prix
fou. Donc oui, effectivement, l'inflation, ils la vivent de plein fouet. C'est plus dur que pendant le Covid encore. Oui, c'est des problèmes logistiques en fait qui sont difficiles à appréhender pour les vignerons et voilà. Vous êtes au soutien, donc au soutien par des actions, on l'a vu. On rappelle les prochaines vignes toquées, 12, 13, 14 mai, c'est Oui, bien ça? C'est ça. Information sur le site internet? Oui, vous allez sur le site internet costieredenimes.org. Effectivement, et il reste encore quelques places parce qu'on en a mis quelques-unes de côté, mais il en reste 200, voilà. Ouais, quand même, donc il faudra être rapide, on le voit, il y a une version jour et puis aussi une version en soirée et de nuit. Exactement, le vendredi soir, il y a une nocturne, donc qui est avec un repas préparé par Gare au Chef, limité à 250 personnes. Bon. Et puis, effectivement, la partie balade le samedi et le dimanche. Encore quelques places. Merci en tout cas Aurélie Pujol d'avoir accepté notre invitation, d'être venue dans ce Via Eco. Prochain numéro, 19h25, même endroit, même heure la semaine prochaine. Très belle semaine.